Hey, 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 ici Jean-Michel de Trafic et Acquisition en direct de Paris. J'espère que vous allez bien et on va démarrer cette session de mentoring. D'ailleurs, si vous m'entendez, vous pouvez me le faire savoir, ça serait sympa. Et je vais commencer cette session, comme d'habitude, faire un bref rappel de pourquoi on est là. Et la raison principale, c'est pour que je vous transmette, que je vous infuse même de ce que j'appelle les compétences à cash. Donc, qu'est-ce que c'est les compétences à cash? Donc, il y en a trois principalement. Donc, pour les gens qui connaissent déjà ces sessions, ça va être un rappel, mais un rappel qui va être important. Et pour les personnes qui rejoignent cette session pour la première fois, bah, ça va vous montrer en fait quelles sont trois compétences que vous devez d'avoir, surtout si vous êtes en train de développer votre business. Alors, je vais mettre le tableau. Et je vais faire ce fameux dessin. Cette fameuse triade, ce fameux triangle des compétences à cash. Et on va tout de suite rentrer dans les détails avec la première compétence à cash qui est le copywriting. Donc le copywriting, simplement, la capacité, la capacité de convertir vos mots en cash. C'est aussi simple que ça. C'est-à-dire que les mots que vous avez utilisés, que ce soit sur une page de vente, que ce soit sur un webinaire, que ce soit, voilà, que ce soit sur un email, peu importe, va déterminer votre faculté, votre capacité à convertir votre prospect en un nouveau client. Et je veux réellement que vous vous rendez compte que le copywriting est partout, 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 partout. Rien que ce matin, j'étais à la gym et sur l'une des télés, il passait le téléachat. Et typiquement, le téléachat, c'est du copywriting partout. Il n'y a que du marketing, il n'y a que du copywriting dans une émission où on essaye de vous vendre. Et vous voyez typiquement, que ce soit en termes de formulation, en termes de voilà comment les mots sont formulés, on voit clairement qu'il y a du copywriting. Et littéralement, dans votre supermarché, peu importe, sans même une boîte de mouchoirs, les mots qui sont dessus ne sont pas choisis au hasard. Il y a certains mots dont les marketeurs savent que ça va vous influencer à prendre la décision d'acheter ce paquet de mouchoirs. Chose extrêmement, extrêmement, extrêmement importante. C'est une compétence qu'il va falloir développer et ça va prendre voilà, un certain temps, voilà, pour être transparent, et il va falloir vous impliquer. Mais, ça en vaut largement, largement la peine, que ce soit pour en fait écrire des pages de vente pour votre business ou pour des clients. Si par exemple vous êtes consultant, vous êtes marketeur, c'est une compétence qui est à la fois très demandée et à la fois qui va vous rapporter donc des clients et également des revenus. Donc je ne vais pas m'attarder trop. Deuxième compétence, c'est le closing. Donc le closing, c'est également ce qu'on peut appeler l'appel de vente. Donc typiquement, le but, c'est en fait de convertir un prospect au téléphone, ou ça peut être également voilà, en face à face. Et ici, c'est voilà, la différence, c'est qu'on va avoir une conversation. On va avoir une conversation, on va pas juste avoir un page de vente avec des mots, on va avoir une conversation avec un prospect. Et généralement, on va utiliser le closing pour des prestations ou des produits qui sont un peu plus, voilà, un peu plus élevés, un peu plus chers. Ça ne veut pas dire qu'avec le copywriting, on ne peut pas vendre quelque chose de cher, mais généralement, avec le closing ou avec un appel de vente, voilà, on va dire, c'est quand même plus simple parce que un appel de vente va généralement mieux convertir qu'une simple page de vente. Ouais. Donc, je tiens juste à préciser que vraiment le principe, on va dire, ouais, le principe, le pilier derrière un appel de vente, c'est que votre but premier, c'est pas de vendre. Et ouais, vous avez bien entendu, votre but premier, c'est pas de vendre, mais de vous assurer que la personne qui est en face de vous, que justement vous l'aidez à prendre la meilleure décision pour elle-même. C'est extrêmement, extrêmement important. Si, voilà, ne cherchez pas d'abord à qualifier votre prospect, que ce soit, on va dire, financièrement, mais cherchez plutôt, en fait, à voir si vous allez pouvoir aider votre prospect. C'est-à-dire, qualifiez plutôt votre prospect par rapport à votre capacité à l'aider ou non. C'est, voilà.
beaucoup plus important parce que même si cette personne, ce prospect est qualifié financièrement, si vous n'allez pas pouvoir l'aider, ça ne sert à rien. Ça sera une situation vraiment perdante. Et le but avec un appel de vente, il faut que ça soit gagnant. Et extrêmement, extrêmement important. Troisième compétence, un cash, c'est le marketing. Donc le marketing, tout le monde connaît ce mot. Après, il y a une différence entre vraiment avoir une compréhension de ce que c'est le marketing. Le marketing, c'est pas juste les publicités qu'on voit dans la rue ou même à la télé. C'est une compétence qui est beaucoup plus complexe. Et nous, il faut savoir que nous ici, vous qui êtes justement dans cette session, on se focalise principalement sur le marketing direct. Donc le marketing direct, il y a une grande différence avec le marketing général. Donc marketing général, c'est typiquement ce que vous allez voir ce que fait Coca-Cola, ce que fait McDonald's. C'est-à-dire qu'ils vont peut-être avoir une affiche publicitaire, ils vont peut-être avoir un spot à la télé, donc une pub à la télé. Le problème, c'est que c'est pas tout le monde qui a le budget de McDonald's ou de Coca-Cola pour faire ce genre de campagne. Et le deuxième problème, c'est que ils n'ont pas d'impact. En fait, ils n'ont pas de moyens de mesurer de manière précise les retombées d'une campagne, par exemple une affiche dans la rue, dans un abribus, une affiche dans le métro, ou même une campagne télévisée. Ils ne peuvent pas en fait avoir, si vous voulez, mesurer l'impact direct et au centime près. Alors qu'avec le marketing direct, on peut mesurer au centime près ce qu'on a investi et ce que ça nous a rapporté. Typiquement, en fait, avec le marketing direct, ce qu'on cherche à faire, c'est obtenir une réponse. C'est-à-dire, on veut obtenir une réponse de la part de notre prospect. C'est-à-dire, ça peut soit, en fait, une vente, ça peut être soit un contact d'information, une adresse email, un numéro de téléphone, alors qu'avec le marketing général, on n'a pas ce côté où on va chercher une réponse immédiate. C'est-à-dire que il n'y a pas, vous n'allez pas avoir une pub Coca-Cola où ils vont vous dire, appelez ce numéro de téléphone pour commander vos bouteilles de Coca. Non, là, ça serait plutôt du marketing direct. Et la chose aussi à savoir, c'est que la différence entre le marketing direct et le marketing donc, général, c'est que le marketing général va plutôt se focaliser sur la marque, sur, on va dire, l'image de marque, comment cette marque véhicule en fait son message. Alors que le marketing direct, donc le marketing que nous on utilise, c'est un marketing qui est focalisé sur le prospect, extrêmement, extrêmement important. On se focalise donc sur le prospect et pas plutôt sur la marque. Donc, ça ne veut pas dire que le marketing général ne fonctionne pas, bien au contraire. C'est juste que, surtout lorsqu'on débute, comme je t'ai dit, c'est pas tout le monde qui a le budget de Coca-Cola et qui peut se permettre de juste faire une pub comme ça pour juste, on va dire, diffuser son image de marque. Ouais, vous pouvez voir que c'est extrêmement compliqué. Par contre, même si on démarre, on peut très bien mettre en place, que ce soit une campagne sur Facebook, que ce soit une campagne email et envoyer, je sais pas, admettons 100 emails et savoir exactement quel est le retour sur ces 100 emails, par exemple. Et dernière petite chose sur le marketing, c'est que moi, ma définition du marketing, c'est que le marketing direct, c'est deux choses. C'est de pouvoir acquérir des clients à un coût acceptable. Et la deuxième chose, c'est de pouvoir monétiser ses clients. C'est extrêmement important parce qu'il ne s'agit pas juste d'acquérir des clients pour les acquérir. Non, c'est de les acquérir pour pouvoir les monétiser. Parce que faut savoir que le but, c'est d'acquérir un client et justement faire en sorte que la valeur de ce client augmente avec le temps. D'ailleurs, si vous entendez la clim, faites-le moi savoir si ça peut être gênant pour vous. J'espère pas. Mais c'est vrai que là, la clim tourne à balle. Donc, si jamais vous entendez et que le son du micro n'est pas bien, faites-le moi savoir. Donc, voilà les 3 compétences à cash. Et si vous développez ces compétences, je peux vous garantir que vous allez pouvoir donc générer des clients, que ce soit pour vous ou en fait vos clients également. Et vous allez pouvoir donc générer donc du cash. C'est aussi simple que ça. Donc, c'est pas une liste exhaustive. Donc, aujourd'hui, on va voir quelque chose qui est en rapport avec le marketing. Et c'est quelque chose que vous n'avez pas trouvé ça ailleurs, je pense pas. Ça pourrait être, je dirais que ça serait vraiment rare et ça serait une coïncidence parce qu'aujourd'hui, préparez-vous, je vais partager avec vous les 15 leçons en marketing
direct. Donc 15 leçons que j'ai moi-même, donc on va dire appris en marketing direct. Donc c'est réellement les leçons personnelles. Donc c'est pour ça que je dis que vous ne risquerez pas de voir ça ailleurs. Et je vais partager justement ces 15 leçons avec vous pendant ces prochaines minutes. Et je pense que ça va être très, on va dire, valorisant pour vous. Et vous allez apprendre pas mal de choses. Des choses que moi-même j'ai dû apprendre via des erreurs ou via des choses que, voilà, certaines peurs que je n'osais pas forcément, on va dire, affronter. Et je pense que ça va être une session qui va être sympa pour vous. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais partager mon écran et on va créer, enfin, je vais créer pour vous un document. Alors, juste quelques secondes. Bon, ok, c'est cool. Je vois que apparemment la clim, vous ne l'entendez pas, donc c'est bon à savoir. Je vais ouvrir un document Google et on va voir ça ensemble. Hop. Je vais m'asseoir pour faire ça d'ailleurs. Allez. Hop. Alors, vous devriez voir mon écran. Bon, du moins, ça va apparaître dans les quelques secondes. Et je change la taille de la police. Donc ça sera lisible pour tout le monde. Je vais donner un nom. Les 15 leçons marketing direct. Est-ce que c'est assez grand pour vous? Tiens, je vais zoomer. C'est cool. Ah ouais, c'est là. Ouais. Zoom in. Je pense que là, ça devrait être assez grand pour tout le monde. Alors, même si vous êtes sur votre mobile, sur votre téléphone, je pense que vous allez quand même pouvoir voir. Et comme je l'ai dit, on va voir tout de suite ensemble les 15 leçons, mes 15 leçons en marketing direct. Alors, première chose, ça va peut-être vous étonner, hein, mais je pense que réellement l'une, et j'y ai pensé, voilà, récemment, j'y pensais vraiment pas mal. Et pour moi, je pense que avant même le marketing, avant même le business, il y a pas mal de choses qui commencent par vous. Par vous. Oui, vous en tant que personne. Et c'est pour ça que pour moi, la première leçon en marketing, donc la première des 15 leçons, c'est ça comme ça. Désolé, je n'ai pas d'accent sur mon clavier. C'est un clavier américain. C'est l'ego. Et ouais, l'ego, je pense sincèrement que la plupart des personnes n'ont pas un problème. Voilà, c'est pas un problème de connaissance, c'est pas un problème de prise d'action, c'est pas un problème de, je sais pas, de marketing. Non, la plupart du temps, c'est que la plupart des entrepreneurs ont un problème d'ego. Et qu'est-ce que je veux dire par là? C'est-à-dire qu'en fait, ils sont pas capables ou ils n'ont pas je dirais pas la force, mais ils n'ont pas, on va dire voilà, en fait, ils n'arrivent pas à reconnaître lorsqu'ils ont besoin d'aide. Et je tiens à préciser que tout le monde a besoin d'aide. Même si vous êtes, voilà, votre business va très très bien, je peux vous garantir que vous avez quand même besoin d'aide parce que on peut toujours améliorer. On peut toujours améliorer les choses. Et surtout, si votre business ne va pas bien, va mal, ah ouais, justement, vous avez besoin d'aide. N'ayez pas peur de demander de l'aide. Justement, la plupart des gens, la plupart des entrepreneurs voient le fait de demander de l'aide comme une faiblesse. C'est tout le contraire. C'est tout le contraire. C'est justement les personnes qui mettent leur ego de côté et qui ont la capacité, qui sont capables de demander de l'aide quand ils en ont besoin, qui, eux, justement, vont pouvoir avancer beaucoup plus vite. Moi, ce que j'aime dire, c'est que plus vous allez diminuer votre ego et plus votre revenu et votre impact va augmenter. Et c'est pour ça que moi, je veux vraiment commencer avec voilà, cette liste de 15 leçons en marketing direct par l'ego.
Avant même tout ce qui est business marketing, ça commence par vous, parce que c'est vous qui êtes derrière le business. C'est vous qui prenez les décisions. Donc, c'est extrêmement important que vous mettez votre ego de côté. Mettez votre ego de côté, je peux vous garantir que vous pouvez aller que dans la bonne direction. L'ego également, c'est voilà, ce qui peut faire que voilà, certaines personnes vont se focaliser sur le revenu au lieu sur le profit. Voilà, on va dire la chasse au revenu, c'est-à-dire ouais, faire 1 million, 2 millions, 3 millions, au lieu de se focaliser sur le profit. Le revenu, si vous voulez, avoir, voilà, on va dire, se focaliser sur le revenu, peut-être que ça nourrit l'ego, mais par contre, si vous voulez nourrir votre famille, ça aide le profit. Et la plupart du temps, c'est un problème d'ego. Ok? Donc, moi, je m'en souviens particulièrement si je vous parle de ça. Comme j'ai dit, c'est mes leçons. C'est que moi, quand j'ai lancé mon tout premier business, j'avais un gros problème d'ego. Euh, si vous voulez, en fait, j'avais problème d'ego et en plus, je faisais la politique de l'autruche. C'est-à-dire que je reconnaissais pas que le business allait mal. Et justement, également, c'est que je vous ai pas demandé de l'aide. Je vous ai pas demandé de l'aide. Et ça, c'est franchement la chose la pire chose que vous pouvez faire, c'est de rester avec votre problème tout seul. Je peux vous garantir pourquoi, parce que il y a des personnes qui sont passées par là où vous êtes passé et qui ont résolu le problème que vous êtes en train de vivre. Et ce ne serait pas plus simple, justement, de demander de l'aide à ces personnes qui ont justement vécu vos problèmes et qui ont trouvé des solutions et qui peuvent vous donner les solutions au lieu que vous cherchiez vous-même ces solutions. Je peux vous garantir que c'est l'une des meilleures choses que vous pouvez faire. Moi, je m'en souviens, quand j'ai eu enfin, on va dire la conscience de me dire, tiens, en fait, non, ouais, j'ai besoin d'aide, le business va pas bien, je peux vous garantir que les choses ont changé. Et je peux vous dire que c'est pas quelque chose qui est plaisant, surtout parce qu'en fait, du coup, j'ai rencontré mon premier mentor et je peux vous garantir que le premier call, le premier appel que j'ai eu avec mon mentor, c'était pas quelque chose d'agréable. C'était pas quelque chose d'agréable parce qu'il m'a littéralement dit les 4 vérités sur mon business. Et je peux vous garantir que j'aurais préféré être ailleurs à ce moment-là. J'aurais préféré, faire autre chose à ce moment-là. J'aurais préféré limite de même pas écouter tellement c'était entre guillemets blessant. Mais vous voulez vous entourer en fait des personnes qui vont vous dire en fait ce que vous avez besoin d'entendre, pas ce que vous voulez entendre. C'est extrêmement important, extrêmement important. Et c'est pour ça que vous voulez mettre votre ego de côté. Ne cherchez pas à vous entourer des personnes qui vont, voilà, si vous voulez écouter ce que vous voulez entendre, entourez-vous des gens qui vont vous dire ce que vous devez entendre. Et ça, c'est lié à l'ego. Parce que les personnes qui vont vous aider, elles vont vous dire les choses dont vous avez besoin d'entendre pour que vous avancez beaucoup plus vite, pour que votre business se développe beaucoup plus rapidement. Et ça commence pour moi vraiment avec l'ego. C'est extrêmement, extrêmement important. Avant même de vous demander, tiens, mon marketing, etc., demandez-vous, est-ce que j'ai un problème d'ego? Est-ce que vous avez des difficultés à demander de l'aide lorsque vous en avez besoin? Donc, ouais, voilà. Ça, c'était première leçon. Et je pense, pour ça, je l'ai mis en premier parce que, pour moi, elle est extrêmement, extrêmement, extrêmement importante. Une fois que j'ai commencé donc à mettre mon ego de côté, à me dire, tiens, en fait, j'ai besoin d'aide, je peux vous garantir que ça a changé la donne. Ça a changé la donne. Pourquoi? Parce que littéralement, on m'a dit, voilà, il y a plein de personnes, comme je t'ai dit, qui ont déjà vécu ce que vous êtes en train de vivre et qui ont résolu ces mêmes problèmes-là. Ne cherchez pas à réinventer la roue. Surtout si vous avez l'impression en fait de tourner en rond. Ne faites pas cette erreur de rester dans votre ego et vous dire tiens, non, j'ai pas besoin d'aide. J'ai pas besoin d'aide, je vais pouvoir m'en sortir tout seul. C'est vraiment pas ce que vous voulez faire. Je vous conseille réellement de ne pas faire ça. Je vais baisser un peu la clim. Alors, deuxième leçon. Hop, juste régler quelque chose. Donc, deuxième leçon, hop, ok, c'est de prendre, on va dire, deuxième erreur, deuxième leçon, c'est de prendre des décisions émotionnelles. Qu'est-ce que je veux dire par là? Là, ça s'applique sur pas mal de choses, hein, même sur votre business, pas que sur le marketing, mais je vais d'abord parler sur le côté marketing. C'est une erreur que j'ai faite moi-même et que je vois pas mal, que ce soit en fait, voilà, les clients avec lesquels je travaille,
surtout à leur début, ou même voilà, des personnes qui viennent voilà, que j'ai au téléphone et je vois extrêmement voilà, beaucoup cette décision. C'est-à-dire qu'ils prennent des décisions de manière émotionnelle. Qu'est-ce que je veux dire? Typiquement, en termes de marketing, ils vont dire, bah, tiens, j'ai lancé une campagne sur Facebook, j'ai lancé une campagne sur YouTube Ads, peu importe. Et ils vont dire, ouais, ça fonctionne pas. OK. Et du coup, je vais leur demander, bah, en fait, bah, qu'est-ce que tu veux dire par ça fonctionne pas? Ben ouais, j'ai dépensé, je sais pas, admettons 15 euros et ça fonctionne pas. Il y a une chose qu'il faut que vous sachiez, c'est que euh, il faut avoir des stats, il faut avoir de la data. En fait, ne prenez pas des décisions basées voilà, sur vos émotions, mais sur la data. Et la plupart du temps, c'est que les personnes voient que ça fonctionne pas tout de suite et tout de suite, voilà, ces personnes-là ont peur et elles vont arrêter. Elles vont arrêter, elles vont dire, tiens, ça fonctionne pas. Et elles vont essayer de faire autre chose. Et le problème, vous voyez, c'est que si vous faites ça pour chaque chose, vous allez jamais avoir de résultat. C'est pour ça que vous ne pouvez pas prendre des décisions basées sur vos émotions, mais sur la data, sur des chiffres, sur des choses qui sont objectives. Typiquement, vous pouvez très bien mettre 15 euros dans une pub, voilà, une campagne publicitaire. Ça fonctionne pas peut-être aujourd'hui, mais peut-être demain ou après-demain, peut-être que ça peut fonctionner. Et justement, il faut avoir assez de data avant de pouvoir prendre une décision. C'est-à-dire que, voilà, admettons, par exemple, est-ce que, voilà, vous mettez 15 euros et vous avez eu, allez, 15 personnes. C'est-à-dire vous avez payé 1 euro le clic, 1 euro le visiteur. Vous pouvez voir que vous n'avez pas assez de data pour prendre une décision. C'est pas parce que vous avez mis 15 euros et que vous n'avez rien vu encore que vous devez vous dire, tiens, ça fonctionne pas. Pourquoi? Parce que c'est très probable que, on va dire, les 75 autres prochains visiteurs, il y en a un qui va convertir. Ouais, ouais. Donc, prenez pas des décisions basées sur vos émotions, sur, voilà, le fait, ah tiens, j'ai dépensé de l'argent dans cette campagne, je vois rien encore. Non, il faut persévérer, il faut persévérer. Je vais vous dire une réalité. La plupart des campagnes fonctionnent pas du premier coup, surtout avec du trafic froid. Ouais. La plupart des campagnes, elles sont modelées. C'est-à-dire que vous allez d'abord lancer une première version, voilà, et en fonction du retour que vous allez voir, vous allez la remodeler. Et la plupart du temps, c'est comme ça. Après, il y a des exceptions, évidemment, si ça fonctionne vraiment pas. Là, il y a peut-être vraiment pas mal de choses à changer, peut-être l'idée, enfin, peu importe. Mais euh, comme je disais, je voulais vous parler donc tout ce qui est voilà l'erreur, prendre des décisions émotionnelles sur le côté marketing, voilà. Et également, je vais vous donner un autre exemple. J'ai également des gens qui me disent tiens, euh, voilà, voici ma page de vente. On m'a dit qu'elle était géniale. J'ai telle ou telle personne, voilà, mon frère ou peu importe, voilà, ils m'ont tous félicité sur ma page de vente. Et moi, je leur dis ok, c'est cool, mais la réalité, c'est voilà, c'est pas objectif. C'est pas objectif parce que la réelle réponse que vous allez avoir, c'est le marché. C'est avec la data que vous allez avoir, avec les données que vous allez avoir avec le marché. Parce que c'est lui qui va décider. C'est pas, voilà, si votre tante pense ça, ou même moi, ce que je pense de ta page. Moi, c'est ce que je dis souvent parce que la plupart des gens me disent, tiens, qu'est-ce que tu penses de ma page de mon email? Je leur dis, bah, écoute, moi, je peux peut-être penser quelque chose. Je peux peut-être te dire qu'en fait, elle est nulle, mais si elle convertit, mon opinion, elle sert à rien. Ou même si je peux te dire que ouais, ta page, elle est cool, mais si elle convertit pas, mon opinion, elle sert à rien. Elle sert à rien. Donc, voilà, ça, c'est un deuxième exemple pour le côté marketing. Mais aussi au niveau business, prenez pas des décisions de manière émotionnelle. Ah, si vous voyez également, je sais pas, admettons, un exemple. Vous avez un employé et je sais pas pour quelle raison. Vous dites, bah, tiens, cette personne-là, elle n'est pas censée être là. Mais pour X ou X raison, je n'arrive pas à prendre la décision de lui dire, bah, en fait, il faut que tu quittes le navire. Ouais. Donc, ça, vous pouvoir, c'est une décision émotionnelle. Et sans rentrer dans tous les détails, le fait de le garder, ça va être encore pire. Déjà, ben, ça va faire du mal à votre business, mais également, ça va montrer à vos autres employés que, euh, ouais, vous acceptez le fait que, voilà, entre guillemets, une mauvaise personne, ou la mauvaise personne continue d'être là. Et ça va impacter également, ben, en fait, voilà, vos collègues, etc. Moi, je vais pas rentrer dans les détails, mais même au niveau business, prenez pas des décisions de manière émotionnelle. Des fois, ça peut être très, très difficile, mais demandez-vous, mais en fait, euh, voilà, si je vais être objectif, quelle sera la meilleure décision pour mon business? Quelle sera la meilleure décision que je pourrais prendre? Par exemple, voilà, comme pour le marketing, quelle sera la meilleure décision pour savoir si ma page de vente est bien ou non?
C'est pas de me dire, bah, tiens, ouais, j'ai bien aimé comment j'ai écrit ma page, mais au final, si votre page ne convertit pas, ça sert à rien. Ça sert à rien. Donc, ne prenez pas des décisions émotionnelles. Troisième leçon, donc, comme je l'ai dit, hein, c'est et pour vous dire, hein, comme je l'ai dit, c'est mes leçons. C'est-à-dire que moi aussi, j'ai fait ces erreurs également. Moi également, j'ai montré des pages de vente à, donc même à des mentors qui me disaient, ouais, elles sont bien, etc. Et au final, il y en a qui n'ont pas converti. Il y a des pages de vente que j'ai montrées à des mentors qui m'ont dit, je suis pas sûr, etc. et qui ont super bien converti. Donc, au final, comme je l'ai dit, c'est bien, ouais, d'avoir des avis, mais au final, avec le marketing, c'est, voilà, est-ce que votre prospects vont sortir ou non leur carte de crédit pour acheter ce que vous avez. Voilà, pas trop ce que vous pensez. Alors, troisième, bon, j'ai un peu speedé. Troisième leçon, c'est la différence. J'ai dit, j'ai pas d'accent sur mon clavier, entre avoir une offre et un business. Donc, ça, c'est extrêmement important. Grande différence. Grande différence. C'est l'un de mes mentors qui me répète souvent ça, c'est que si tu as seulement une offre, tu n'as pas un business, tu as juste une offre. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire, en fait, si vous avez seulement une offre, c'est pas suffisant. C'est pas suffisant. Comme je vous l'ai dit au début, quand je parlais de marketing, quelle est la définition que j'ai du marketing? Je vous ai dit que c'est deux choses, principalement. C'est pouvoir acquérir des clients à coût acceptable et les monétiser. Vous voyez que si vous avez seulement une seule offre, la plupart du temps, ça va être une offre, pour acquérir des clients. Mais le problème, c'est que il faut pouvoir monétiser ses clients. Et si vous n'avez qu'une seule offre, ça va être compliqué. Et comme je l'ai dit, l'acquisition, le but premier, c'est d'acquérir un client. C'est pas de générer du profit. Pourquoi? Parce que le profit, généralement, ça vient avec la deuxième, troisième, quatrième, cinquième transaction. Je sais, il y a quelques exceptions. Ça dépend de ce que vous vendez, etc. OK? Mais ayez en tête que si vous avez seulement une seule offre, en fait, vous n'avez pas un business. Vous avez juste une offre. En fait, vous êtes vachement vulnérable parce qu'en fait, tout votre profit, en fait, elle vient de la première transaction. Donc, vous voyez que vous êtes dans une position un peu vulnérable parce que surtout si vous utilisez donc du trafic payant, à chaque fois que vous allez acquérir un client, vous allez investir. C'est-à-dire qu'il y a un coût d'acquisition. Il y a un coût d'acquisition. Et ça va jouer sur votre marge. C'est pour ça que, voilà, il y a une différence entre avoir une offre et un business. Voilà. Un business, elle a non seulement une campagne pour acquérir des clients, mais elle a également des offres pour monétiser ses clients. Évidemment, si vous commencez, vous vous focalisez d'abord sur une campagne d'acquisition et une fois que vous arrivez donc à acquérir des clients à un coût acceptable, maintenant, il s'agit de mettre en place votre système de monétisation. Quatrième règle ou leçon, ne te focalise pas sur les choses dont tu n'as pas le contrôle. Qu'est-ce que je veux dire par là? Il y a certaines choses dans la vie dont vous n'avez pas le contrôle. Ça, vous le savez tous. Et moi, il y a un courant de pensée qui m'intéresse beaucoup, c'est le stoïcisme. Stoïcisme, c'est principalement, donc voilà, il y a deux piliers du stoïcisme. Bon, on a tout ce qui est valeur, mais il y a également le fait de savoir différencier les choses dont on a le contrôle et dont on n'a pas le contrôle. Pourquoi? Parce que ça sert à rien de passer du temps, de l'énergie sur des choses dont vous n'avez pas le contrôle. Vous pouvez rien faire. Vous pouvez rien faire. Par contre, si vous avez le contrôle, c'est par rapport à ce que, voilà, votre, on va dire, attitude, vos actions, vous allez pouvoir influencer certaines choses. Je vais vous donner des exemples. Par exemple, typiquement, s'il pleut, ok, admettons, vous avez un mariage, il pleut. En fait, vous n'avez aucun contrôle sur le fait qu'il pleuve. Par contre, ce que vous pouvez faire, c'est de prévoir, voilà, peut-être avoir un plan B. Et si je vous parle de ça, c'est dans le contexte marketing. Dans du temps, il y a pas mal de gens qui se disent, tiens, il faut que je fasse, admettons, tant de revenus,
tant de clients. C'est une chose, mais il faut savoir que vous n'avez pas un contrôle direct sur ça. Focalisez-vous plutôt en fait sur les objectifs d'accomplissement. Il faut savoir que vous avez des objectifs chiffrés, c'est-à-dire, voilà, je vais entrer 15 clients haut de gamme, admettons. Comme je t'ai dit, vous n'avez aucun contrôle direct. Par contre, vous avez le contrôle sur combien de campagnes vous allez mettre en place. Ok, ça, c'est des objectifs d'accomplissement. C'est-à-dire combien vous allez dépenser en trafic, combien vous allez mettre de campagnes en place, combien d'offres vous allez présenter, combien d'emails vous allez envoyer. Ça, vous avez le contrôle dessus. Ok, je vous dis ça parce que si vous focalisez constamment sur les objectifs chiffrés, vous allez être malheureux parce que lorsque vous n'allez pas les atteindre, ça va vous détruire. Ok, donc focalisez-vous plutôt parce qu'en fait, je peux vous dire que la plupart du temps, si vous atteignez pas vos objectifs chiffrés, la plupart du temps, c'est parce que vous n'êtes pas focalisé sur vos objectifs d'accomplissement. Admettons, je sais pas, vous savez que pour avoir un nouveau client haut de gamme, il faut que vous parlez à 5 prospects au téléphone. Vous vous rendez compte que si vous n'avez pas au moins 5 prospects, vous n'allez pas atteindre le chiffre que vous voulez. Donc, peu importe si vous focalisez sur l'objectif chiffré, ça va servir à rien. Il va falloir vous focaliser sur les choses dont vous avez le contrôle. Ok, par exemple, combien d'emails vous allez envoyer. Ça, vous avez le contrôle dessus. Donc, c'est extrêmement important parce qu'au final, comme je t'ai dit, vous n'avez pas le contrôle sur certaines choses. Ok. Ensuite, ça, c'est un mantra que je répète tout le temps. Et c'est tellement vrai. Ne sous-estime jamais ce qu'il est nécessaire de faire pour convertir un prospect en un nouveau client. Ça, je peux vous garantir que limite, vous voulez vous tatouer sur votre bras, sur votre ventre, sur votre cuisse gauche, peu importe. Mais c'est un mantra qui est, je pense que peu de gens, en fait, trop de gens sous-estiment. Trop de gens, on va dire, sous-estiment le fait que, elles ont une entreprise, elles ont une campagne et que ça va ramener des clients. Je peux vous garantir que ça fonctionne pas comme ça. C'est pas parce que vous ouvrez boutique que les clients vont affluer. Et c'est pas parce que vous avez une page de vente que vos prospects qui vont la voir vont la lire et qui vont acheter. Partez toujours du principe, de ne jamais sous-estimer ce qu'il est nécessaire de faire pour qu'un prospect devienne un nouveau client. Surtout aujourd'hui, vos prospects sont de plus en plus sceptiques. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, il y a quasiment plus de barrières à l'entrée. La technologie, elle est tellement simple. Aujourd'hui, tout le monde peut mettre en place une page de vente. Tout le monde peut mettre en place une publicité sur Facebook. Et la conséquence, c'est que sur le marché, il y a beaucoup plus de bruit. Vos prospects sont de plus en plus sophistiqués, sont beaucoup plus sceptiques. Pourquoi? Parce qu'ils sont matraqués tout le temps, avec des pubs, avec des personnes qui n'ont pas forcément la bonne intention en plus. C'est ça le pire. Donc, ne sous-estimez pas ce qu'il est nécessaire de faire pour convertir vos prospects en nouveaux clients. C'est pas parce que, comme je t'ai dit, que vous avez une page de vente que ça va convertir. Non, il faut, par exemple, que vous assurez que l'offre soit béton, par exemple. Je sais que j'en parle beaucoup, mais c'est extrêmement important. Si vous n'avez pas la bonne offre, vous voyez que vous sous-estimez le fait que, lorsqu'il s'agit d'acquérir des clients. Donc, ne faites pas cette erreur. Demandez-vous toujours, comment je peux m'assurer que je ne sous-estime pas le fait que, ma page de vente va convertir, mon offre va convertir, mon email va convertir, mon webinaire va convertir, que mon prospect va convertir lorsque je serai avec lui au téléphone. Ne sous-estimez jamais cela. Numéro 6, ne pas utiliser l'effet de levier. Qu'est-ce que je veux dire par là? Il faut savoir que, d'ailleurs, cette leçon, elle est en lien avec la prochaine leçon. Mais je veux dire par là que on a tous 24 heures dans une journée, pas une de plus. Et c'est comme ça pour tout le monde. Et il ne s'agit pas de travailler plus pour avoir plus. Mais justement, demandez-vous comment vous pouvez avoir plus avec moins.
Et la plupart du temps, il s'agit en fait d'utiliser l'effet de levier. L'effet de levier, typiquement, c'est, par exemple, vous avez une pierre. Je pense que tout le monde sait, vous avez une pierre qui est extrêmement lourde. Vous n'allez pas pouvoir la déplacer à main nue. Il va falloir utiliser un levier. Et la plupart du temps, vous allez prendre un bâton que vous allez placer sous une petite pierre et vous allez pouvoir en fait soulever le gros caillou, la grosse pierre, beaucoup plus facilement. Avec votre business, c'est la même chose. Essayez de vous demander comment vous pouvez utiliser l'effet de levier. Typiquement, la prospection. Soit vous pouvez prospecter de manière très, très manuelle, ce qui demande du temps. Par exemple, vous êtes coach et vous allez prospecter sur LinkedIn, vous allez peut-être même prospecter sur Facebook. Ça demande du temps. Et vous avez seulement un nombre d'heures limité en termes de ce que vous pouvez faire en termes de prospection manuelle. Alors que voilà, si on arrive à notre point numéro 7, qui est ne pas utiliser le trafic payant, ça c'est typiquement un effet de levier. Pourquoi? Parce que en fait, vous utilisez l'effet de levier de l'algorithme des différentes plateformes. C'est-à-dire que c'est eux qui vont faire le travail pour vous. Le plus gros du travail, c'est eux qui vont le faire. Et ils vont faire ça de manière H24, 7 jours sur 7. Pendant que vous dormez, ces plateformes vont vous rapporter des clients. Donc, vous pouvez voir, si vous êtes en train de dormir, vous n'allez pas pouvoir prospecter. Donc, demandez-vous, là, c'est juste un exemple pour l'acquisition et tout ce qui est génération de trafic, mais ça peut s'appliquer dans différents domaines. Par exemple, si vous voyez que vous travaillez beaucoup plus d'heures qu'il ne faut, pourquoi un effet de levier, ce serait de recruter quelqu'un. Recruter quelqu'un qui va pouvoir faire certaines tâches qui sont pas les plus importantes pour vous, parce que vous préférez peut-être vous focaliser sur les choses qui vont pouvoir avoir le plus gros impact. Vous pouvez voir que si vous faites constamment des choses qui n'ont pas forcément le plus gros impact, ça va manger votre temps. C'est du temps que vous pouvez passer sur des choses qui ont beaucoup plus d'impact. Ouais. Donc, numéro 8, ça va avec le numéro 7, ne pas être assez agressif lorsqu'il s'agit d'acquérir des clients. Il faut savoir que toute chose étant égale par ailleurs, la personne qui va pouvoir mettre le plus pour acquérir un nouveau client va gagner la partie. C'est aussi simple que ça. Si moi, je peux me permettre de mettre 1000 euros pour acquérir un nouveau client, alors que mon compétiteur est seulement prêt à mettre 200 pour acquérir un nouveau client, vous allez pouvoir voir que je vais être beaucoup plus agressif lorsqu'il s'agit d'acquérir des nouveaux clients. Donc, bon, je pense que c'est assez explicite. Donc, n'hésitez pas. Donc, voilà, à être agressif lorsqu'il s'agit d'acquérir des nouveaux clients. Numéro 8, numéro 9. Voilà, celui-là est extrêmement important. Hop. Réaliser sur les tactiques au lieu des stratégies. Celle-là, elle est extrêmement, extrêmement, extrêmement importante, cette leçon. Et je le vois constamment. C'est une erreur que j'ai faite aussi. D'ailleurs, tout sont des choses que j'ai expérimentées. Mais je vois encore hier, rien qu'hier, je parlais avec quelqu'un au téléphone. Et typiquement, cette personne se focalisait uniquement sur les tactiques. Par exemple, j'ai ça sur mon site internet, si je fais ça, j'utilise tel plugin, etc. Ça m'a apporté des clients. Ça, c'est des tactiques. Il y a une grande différence entre les tactiques et les stratégies. Les tactiques, en fait, elles découlent des stratégies. Si vous voulez, les tactiques, c'est l'implémentation technique d'une stratégie. Et si vous voulez, en fait, les tactiques sont elles attirent vachement l'œil. Pourquoi? Parce que ce sont souvent des choses rapides, faciles à mettre en place. Ok? C'est typiquement quelqu'un voit une tactique qui fonctionne, je sais pas. Admettons, voilà. La stratégie, ce serait en fait, admettons, de créer de l'urgence. Créer de l'urgence dans une offre. Il y a plusieurs moyens de faire ça, par exemple. Une tactique, ça serait, par exemple, admettons, vous avez un webinaire et vous voulez créer en fait de l'urgence. Vous pouvez très bien dire, mon webinaire est seulement limité, je sais pas, à 200 personnes. Voilà. Ça, c'est un moyen. C'est un moyen comme un autre. Après,
vous allez avoir pas mal de personnes qui vont commencer à faire la même chose. Si ça commence à fonctionner. Pas mal de gens vont faire la même chose et votre prospect, il est pas bête. Il va voir ça de plus en plus et il va finir par ne plus y croire. C'est pas parce qu'une tactique ne fonctionne plus que la stratégie derrière ne fonctionne plus. Ok? La stratégie de l'urgence, de la rareté fonctionne toujours. Il s'agit juste maintenant de savoir comment trouver une nouvelle implémentation tactique. Ok? Parce que si vous n'avez aucune idée, vous ne comprenez pas en fait pourquoi certaines personnes utilisent telle ou telle tactique, vous ne comprenez pas la stratégie derrière, vous allez voir que vous êtes dans une mauvaise position lorsque votre tactique ne va plus fonctionner. Ok? Typiquement, moi, par exemple, au lieu de dire voilà, mon webinaire est limité à 200 personnes, ce que vous pouvez faire, ça peut être, on va trouver un exemple. Ben voilà, les 100 premières personnes qui s'inscrivent vont avoir droit à un bonus exclusif. Voilà. On a toujours ce côté urgence et rareté, mais on l'a utilisé une autre tactique. Ce qu'il faut savoir, c'est que si vous comprenez les stratégies, vous allez pouvoir venir avec des nouvelles tactiques. C'est un peu comme, il y a une grande différence entre savoir pêcher et qu'on vous donne du poisson. C'est-à-dire que si on vous donne du poisson, peut-être que vous allez pouvoir vous nourrir pour une journée. Par contre, si on vous apprend à pêcher, vous allez pouvoir vous nourrir pour le restant de votre vie. C'est exactement la même chose. Ne vous focalisez pas sur les tactiques. Focalisez-vous plutôt sur les stratégies et les principes. Lorsque vous voyez quelque chose, une tactique, demandez-vous toujours quelle est la stratégie derrière. Quelle est la stratégie derrière? Ne recopiez pas juste une tactique comme ça. Voilà. Je vais voir que vous commencez à regarder le chat. Ok, cool. Ouais, j'ai un peu speedé. Numéro 10. Tester les petites choses. Qu'est-ce que je veux dire par là? Alors, c'est marrant parce que typiquement, euh, beaucoup de gens le font, moi aussi, comme je t'ai dit, je l'ai fait. Ils vont tester les petites choses sur une campagne marketing. Qu'est-ce que je veux dire par là? Ils vont peut-être tester, tiens, voilà, est-ce que, voilà, ma campagne ne fonctionne pas? Elle fonctionne pas, elle convertit pas. Et si je testais le bouton, au lieu qu'il soit vert, je vais le mettre en orange. Est-ce qu'il va convertir? Non, non. La probabilité que ça va convertir, elle est quasiment nulle. Elle est quasiment nulle. Ne testez pas les petites choses. Par contre, si vous changez l'offre, il y a une grande chance que votre campagne qui ne convertissait pas peut convertir aujourd'hui. Ou si vous changez peut-être le gros titre de votre page de vente, que maintenant, ouais, elle va peut-être convertir. C'est pas en changeant peut-être, quelle est la police de caractère, la taille de la police de caractère, à moins que vraiment c'est tout petit ou c'est illisible, ou voilà, changer la couleur du fond d'écran sur votre page de vente. C'est pas ça qui va faire en sorte que votre page va convertir. Ça sont des petites choses qui vont fonctionner si vous avez déjà une page de vente qui convertit, qui fonctionne déjà. Ça, c'est ce qu'on appelle des choses d'optimisation. Et oui, si vous avez un volume important de trafic, ces petites choses peuvent, on va dire, vous faire gagner peut-être quelques pourcentages en termes de conversion. Mais je peux vous garantir que ça ne va pas doubler ou tripler votre conversion. Ce qui peut doubler ou tripler votre conversion, c'est votre offre. Si vous changez votre offre, je peux vous garantir que vous pouvez doubler, tripler, quadrupler votre conversion. Donc, ne testez pas les petites choses. Concentrez-vous plutôt sur les choses qui ont le plus gros impact. Si vous testez quelque chose, par exemple, moi j'ai fait typiquement cette erreur. Au lieu, rien que lorsqu'il s'agissait de tester des prix, je ne testais pas des prix qui étaient suffisamment, on va dire, impactants. C'est-à-dire, j'allais tester, je vous donne un exemple, c'était 600 euros. Après, je vais passer à 549 euros. Non, tester par exemple 600 euros versus 200 euros. Des choses comme ça, des choses qui ont beaucoup plus d'impact, ok? Des choses qui vont pouvoir avoir une plus grande différence sur votre campagne. Et c'est extrêmement important parce que je le vois tout le temps. Toujours des gens qui vont me dire, tiens, et si jamais j'utilise ce widget-là sur mon truc, si j'ai ce widget qui montre que une personne vient de commander sur mon offre, etc. Non, c'est pas ça.
Si ta campagne ne convertit pas maintenant, c'est pas parce que tu vas avoir ce widget qui va faire que ça va doubler, tripler ta conversion. Non, non, non. Voilà. 11. Se focaliser sur les... Non, c'était pas ça. Sur la quantité. Ouais, sur quantité. Ouais. Il y a une grande différence entre qualité et quantité. Vous pouvez avoir un nombre interminable de prospects. Si ce ne sont pas les bons, peu importe, ça va vous servir à rien. Ça va vous servir à rien. Focalisez-vous plutôt en fait sur la qualité. C'est toujours un petit peu un mix entre les deux. Mais je dirais toujours ce serait plus qualité que quantité. Comme je t'ai dit, c'est un mix des deux, mais c'est davantage la qualité au lieu de la quantité. Je peux vous dire que moi, il y a des choses que je vois parfois, des personnes qui ont des campagnes, voilà, admettons avec Facebook, qui se disent, tiens, j'utilise tel ou tel type de campagne parce que le coût par clic est extrêmement, extrêmement bas. Ok, cool, tu payes peut-être quelques centimes, mais est-ce que tu as converti? Est-ce que ce trafic convertit? Ah non, non. Ah, bon, en fait, ça sert à rien. C'est comme des gens, je vois, ok, ils ont, je sais pas, peut-être une page de capture, c'est-à-dire qu'ils vont capturer, je sais pas, l'adresse email d'une personne sur une page, et ils vont se dire, ben, tiens, ma page de capture, elle fait, ouais, je sais pas, elle fait 40%, convertir à 40%. Ok, cool. Mais quel est le pourcentage de ces personnes qui convertit en client? Zéro. En fait, dans ce cas-là, ça sert à rien. Moi, je préfère limite avoir une page de capture qui va convertir moins. Mais si je sais que ces prospects vont convertir en nouveaux clients, je suis OK avec ça. Je suis OK avec ça. Comme encore une fois, ça rejoint le première leçon, l'ego. Laissez l'ego de côté. Laissez l'ego de côté. Je peux vous dire que vous pouvez très bien avoir une campagne marketing qui va, on va dire, convertir beaucoup moins, mais qui va peut-être avoir un retour sur investissement beaucoup plus élevé qu'une campagne qui convertit plus, mais qui a un retour sur investissement qui est moins élevé. Ouais. Ça va dépendre vachement également en fait du coût d'acquisition, de ce que vous avez payé en termes de trafic, etc., etc., etc. Donc, ouais, focalisez-vous plutôt sur la qualité. Vendre une prévention. Celle-là, ouais, je la vois souvent. Ne vendez pas une prévention. Peu importe ce que vous vendez, ne vendez pas une prévention. C'est extrêmement, extrêmement difficile de vendre une prévention. Ce que vous voulez faire, en fait, c'est de vendre une cure. Vendre une cure. Je peux vous dire, si vous dites, bah, par exemple, je sais pas, pour une personne qui n'a pas de problème d'articulation, vous essayez de vendre quelque chose qui va lui éviter d'avoir des problèmes d'articulation. Et par contre, votre concurrent vend une solution qui répare les articulations. Pour les personnes qui ont déjà des problèmes d'articulation, je peux vous garantir que votre compétiteur va vous manger, Parce que lui, il cherche plutôt à vendre une cure. Il cherche pas à vendre une prévention. La plupart des personnes, elles se disent, je vais pas avoir ce problème-là. Je vais pas avoir ce problème-là. Donc, elles vont pas forcément acheter. Par contre, une personne qui a déjà des problèmes d'articulation, elle a mal au quotidien, elle n'arrive pas à dormir. Vous lui présentez un problème, enfin, une solution à son problème d'articulation, je peux vous garantir que cette personne va acheter. Et c'est marrant parce que c'était dans les années, je sais plus combien, peut-être 1800, fin des années 1800. Il y avait un fameux docteur. D'ailleurs, c'est un livre que j'ai lu et ce livre, il est génial, génial. C'est l'histoire du docteur Brinkley. Docteur Brinkley, c'est un docteur qui a utilisé en fait vachement le marketing pour générer littéralement des millions. Et ce qui est marrant, c'est que il n'a pas cherché en fait à vendre une cure, mais une prévention, il a plutôt vendu une cure. Et ce qu'il vendait, c'est qu'il vendait littéralement. Et c'est là où ça devient complètement dingue. Il a vendu des greffes de testicules, de bouc à des hommes. C'est-à-dire des hommes qui ont des problèmes de libido. Il lui vendait donc des greffes. Et il s'est fait des millions en faisant des greffes de testicules, de bouc à des hommes. C'est dingue, hein? C'est dingue, mais c'est histoire complètement vraie. Et comment il a réussi à faire ça? C'est parce qu'il a compris très très tôt qu'il n'allait pas mettre sa solution comme une prévention, mais comme une cure. C'est-à-dire qu'il s'adressait directement aux personnes qui avaient ces problèmes-là. Et
sa solution a été présentée directement comme une cure contre les problèmes de libido, etc., etc. Et il a littéralement généré des millions comme ça. C'est une histoire qui est dingue, mais le livre, il est extrêmement intéressant. Le livre, c'est Making Them Believe de Dan Kennedy. Et il parle justement du docteur Brinkley. Et c'est fascinant. Numéro 13. Hop. Chercher à être meilleur. Qu'est-ce que je veux dire par là? Alors, au lieu de chercher à être meilleur, cherchez plutôt à être différent. Il y a une grande différence entre être meilleur et être différent. Pourquoi? Si vous voulez être meilleur, vous n'allez pas forcément avoir l'attention des autres. Par contre, si vous êtes différent, vous allez avoir l'attention des autres. Un exemple tout bête, hein. Je sais pas, si vous êtes dans une foule et c'est, je sais pas, le thème, c'est que tout le monde a un t-shirt blanc. Même si vous avez un t-shirt blanc qui coûte 500 € parce qu'il a été tissé à la main avec du coton bio d'Afghanistan, personne ne va le remarquer. Personne ne va le remarquer au milieu de la foule des personnes qui portent un t-shirt blanc. Par contre, si vous venez et que vous avez un t-shirt rouge, tout le monde va vous remarquer. Même si votre t-shirt il vient de chez H&M, vous les payez 2,99 €, vous allez avoir l'attention des autres. Et je peux vous garantir que, on va dire, il est beaucoup plus, on va dire, difficile, en fait, d'être différent que d'être meilleur. Parce que, au final, tout le monde peut essayer de chercher à être meilleur. Tout le monde peut essayer, de se dire, tiens, je vais être meilleur que telle ou telle personne. Mais c'est pas ça qui va vous donner l'attention. Et aujourd'hui, la première chose, avant même une vente, qu'un prospect peut vous donner, c'est son attention. Vous achetez d'abord de l'attention. Avec une campagne de pub, vous achetez d'abord de l'attention. C'est la chose la plus importante. Donc, essayez de vous demander comment vous pouvez vous montrer de manière différente. Votre pub, elle doit pas être meilleure que les autres. Elle doit être différente de vos concurrents, par exemple. Votre offre ne doit pas seulement être meilleure que les autres, mais elle doit être également différente. Maintenant, ok, numéro 14, syndrome de Pygmalion. Donc Pygmalion, c'était un sculpteur qui venait de Chypre. Et ça, c'est de la mythologie grecque. Hein. Et la légende est qu'il a créé une statue, donc de ses propres mains, et il en est tombé amoureux. Au point qu'il en est tombé amoureux. Donc, littéralement, il venait avec des offrandes, il venait avec des bijoux, etc., parce qu'il était carrément tombé amoureux de cette propre sculpture. Et pourquoi moi je parle des syndromes de Pygmalion dans 15 leçons en marketing, c'est parce que la plupart des personnes tombent amoureux de la mauvaise personne lorsqu'il s'agit du marketing et de leur business. Et de quelle personne je parle? De leur produit ou service. C'est-à-dire qu'au lieu de tomber amoureux de leurs prospects, de leurs clients, ils tombent amoureux de leur propre produit ou service. Et ils se demandent, tiens, pourquoi j'arrive pas à le vendre? Pourquoi j'arrive pas à le vendre? Parce qu'ils sont trop excités, sont trop passionnés par leur propre produit, par leur propre service, qu'en fait, ils ne se rendent même pas compte que ce n'est pas forcément la chose que leurs prospects, leurs clients veulent. Avant même de vous focaliser sur votre produit, votre nanana, tombez pas amoureux sur ça. Tombez amoureux plutôt sur vos prospects. Quels sont ses désirs, ses peurs, ses problèmes? Pas quel est, on va dire, votre produit, etc., etc. Moi, je vois pas mal de gens qui disent, tiens, je viens de lancer mon business, ça fait ça. Mais jamais ils sont demandés, mais en fait, qu'est-ce que mes clients, qu'est-ce que mes prospects veulent? Ils sont jamais demandé ça. Ils sont plutôt demandé, tiens, moi, qu'est-ce que je veux vendre? Qu'est-ce que je veux vendre? Le problème, il est là. C'est pas c'est pas qu'est-ce que je veux vendre, mais qu'est-ce que mon prospect veut acheter? Qu'est-ce que mon prospect est prêt à acheter avec son porte-monnaie? Grande différence. La plupart des gens, c'est de se dire, tiens, ouais, qu'est-ce que je vais vendre? Qu'est-ce que je vais vendre? Non, c'est qu'est-ce que ton prospect est prêt à acheter?
grande différence. Tombez pas dans le syndrome de Pygmalion. Vous dire, tiens, voilà, j'ai mon produit, c'est le meilleur du monde, Non, 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 non. Cherchez d'abord, en fait, à vous demander quel est le problème de, de votre prospect, un problème qui est tellement important que votre prospect est prêt à débourser son argent, durement gagné, pour acheter votre solution. Numéro 15, dernière leçon, se focaliser sur les mauvais ou faux problèmes. Donc, il y a certains problèmes que je peux vous garantir que vous pouvez ignorer. Ou il y a certaines personnes qui vont se créer des problèmes qui n'existent même pas encore. Typiquement, hier, je parlais avec un client et qui me disait, ouais, avec mon offre de coaching, etc., voilà, je vais commencer à avoir plus de clients, etc. Comment je vais faire pour faire ça, etc. Et je lui ai dit, bah, écoute, le problème, il est même pas là maintenant. Le problème, il est même pas là. Ne pense pas déjà à quel est le problème que tu vas avoir parce que tu l'as même pas maintenant. Focalise-toi plutôt sur le problème que tu as maintenant. Maintenant, tu vois. Pas le problème que tu vas avoir dans, voilà, si ça se passe. C'est de l'énergie mentale que vous n'avez pas besoin de passer. Demandez-vous plutôt quel est le problème, la priorité que vous avez maintenant. Pas un problème imaginaire, pas un problème que, voilà, si jamais, par exemple, ma campagne fait, je sais pas, 100 000 ventes en un mois, comment je vais faire pour tout ce qui est service client, je vais être débordé. Ne pensez pas à ça. Si c'est le cas, ok. Là, ouais. Là, oui. Mais voilà, ne vous dites pas, ne vous freinez pas parce que vous vous dites, bah, tiens, si ma campagne fonctionne tellement bien, je vais avoir des problèmes de service client. Le problème, il n'est même pas encore là. Il n'est même pas encore là. C'est juste une hypothèse. Ou sinon, vous pensez que, par exemple, tiens, typiquement hier, comme je te disais, je parlais avec un prospect. Et elle me disait, j'ai un problème d'acquisition client. Ça fait depuis un an que que je suis sur mon site, etc. Mais j'ai un problème d'acquisition. Je lui ai dit, OK. D'après toi, où est-ce qu'il est le problème? C'est parce que j'ai utilisé Shopify et après je suis passé sur WordPress et il y a quelque chose que j'ai pas mis en place, le quiz, etc. Dans ma tête, je me disais non, en fait le problème il est pas là, il est pas là, il est pas là le problème. Le problème c'est qu'aujourd'hui tu génères pas d'acquisition, enfin tu génères pas de clients. C'est pas parce que tu as ton site qui est sur WordPress ou sur Shopify. Non, le problème il est pas là. Il est sur le fait que voilà, en fait tu n'arrives même pas à acquérir des clients. Le vrai problème, il est là. C'est pas parce que voilà, tu utilises tel plugin ou autre. Non, non, non. Demandez-vous quel est le vrai problème, pas le faux problème. Et évidemment, comme tout marketeur qui se respecte, j'ai prévu des petites leçons de bonus, donc 2 leçons de bonus, qui est, je vais mettre ça comme ça, bonus numéro 1, yep, en faire trop à la fois. Qu'est-ce que je veux dire? Au lieu d'ajouter des choses sur votre liste, voilà, de projets, cherchez plutôt à terminer plus de choses. Terminer plus de choses au lieu d'en ajouter. Essayez de raisonner de manière soustractive au lieu additionnelle. C'est-à-dire au lieu de vous demander, tiens, qu'est-ce que je peux faire de plus pour avoir tel ou tel résultat. Demandez-vous plutôt qu'est-ce que je pourrais faire, voilà, qu'est-ce que je pourrais retirer, justement, qu'est-ce que je peux enlever pour atteindre mes objectifs. Et par exemple, voilà, il y a plein de gens qui sont, voilà, je sais pas, ils font plein de choses à la fois, plein de choses à la fois. C'est-à-dire que, ouais, voilà, ils ont, je sais pas, voilà, peu importe, une boutique comme ça, une autre boutique comme ça, peu importe. Et elles sont sur tous les fronts, elles sont sur tous les fronts. Et je peux vous garantir que plus vous allez avoir des choses, on va dire, voilà, des objectifs à accomplir, des choses à faire, et plus vous allez diminuer vos probabilités d'accomplir un seul objectif. Plus vous allez diminuer, voilà, vos chances, vos probabilités d'accomplir vos objectifs. À chaque fois que vous allez ajouter quelque chose, vous allez diminuer vos chances. Donc, au lieu d'en ajouter, d'en faire trop à la fois, essayez de vous focaliser sur les choses les plus importantes et éliminer, déléguer ou automatiser les choses que vous pouvez. Alors, bonus numéro 2,
et se focaliser sur le revenu. Il y a une grande différence entre le revenu et le profit. Vous pouvez très bien avoir un business qui génère 2 millions d'euros par an, mais si jamais vous avez des dépenses qui sont à 3 millions, ben, c'est pas grave, vous avez perdu 1 million. Vous avez perdu 1 million par an. Vous avez peut-être fait 2 millions, mais vous en avez perdu en fait 1 million. Alors que vous pouvez très bien avoir un business qui a généré 100 000 euros en termes de revenus, et vous avez peut-être, je sais pas, dépensé 10 000, vous avez fait 90 000 de profit. Vous pouvez voir, au final, l'argent que vous allez avoir à mettre en poche, c'est pas par rapport à combien vous allez générer en termes de revenus, mais combien vous générez en termes de profit. Comme je t'ai dit en début de cette session, le revenu, il va peut-être nourrir votre ego, mais le profit, c'est ce qui va nourrir votre famille. Grande différence. Donc, focalisez-vous plutôt sur le profit au lieu du revenu. Ouais. Donc, voilà, c'est tout la liste des 15, en fait, des 17 leçons en marketing direct. Et hop, juste décaler ça. Et donc, la session est officiellement terminée. Donc, c'était un plaisir d'avoir partagé ça avec vous. Si d'ailleurs vous avez quelques questions, n'hésitez pas à me le faire savoir. Alors, je vais regarder sur le chat. Alors, je vais donner cette fameuse